Mesdames et messieurs, ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que toute l'équipe 2015 vous présente sa dernière conférence Iségoria. Ce soir, c'est une année riche en débats et d'éloquence qui prend fin. Avant d'introduire notre invité qui viendra clôturer notre année en beauté, et avant de vous parler de la COP 21, je voulais vous dire un mot d'adieu à cette équipe 2015 que j'ai eu l'honneur de présider. D'abord à son bureau. Difficile en effet d'imaginer notre équipe sans sa vice-présidente, Marion, aussi souriante qu'efficace et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Également son trésorier scrupuleux, Louis, et enfin son secrétaire général, l'énigmatique David. Ils étaient particulièrement dédiés à l'organisation des conférences sous la houlette de Marion, Marouane à l'écriture d'articles, Mathilde et Laurie, et plus largement tous les membres de la 2015. Ils vous en ont mis plein les yeux avec cette année au pôle communication. Merci à Julie, incroyable responsable de la communication, qui a su unir et contenir son équipe, composée de Corentin au community management, Nathan à la communication extérieure, Bruno à la communication graphique et Jean au montage vidéo. Ils vous ont fait vibrer avec la 3e édition d'Eloquentia, le concours d'éloquence de l'école, et aussi avec la finale interécole de la FE, qui a réuni toute la promo 2018. Je parle bien sûr de l'épatant pôle éloquence, d'aucuns diront pôle Eloquentia, sous la houlette du tout aussi épatant François, et bien aidé, il faut l'avouer, des talentueux Léa, Dan et Jean. Et enfin, ils vous ont fait intégrer les coulisses des simulations des Nations Unies en vous envoyant à Milan, Oxford ou encore Copenhague. Merci à Laurane pour son engagement auprès de la délégation d'Audentien qu'elle a su emmener autour du monde. Alors à toute cette équipe, je vous dis merci. Merci pour votre implication. Je suis fier de vous avoir représenté et j'ai passé à vos côtés une super belle année. Merci pour ces moments. Merci maintenant à l'école, à Audencia, et à Laurent Noël, ainsi que la direction de la communication, représentée particulièrement par Axel Chevy et l'ensemble de la direction de la communication, qui nous a apporté un soutien quotidien. En parlant de conseils quotidiens, je salue ici amicalement ceux de Tam Nguyen, avec qui j'ai longtemps collaboré. Mais tournons-nous vers l'avenir, et nos successeurs, que vous allez découvrir pour partie ce soir, ont été finement sélectionnés pour leur talent et leur motivation, et j'ai toute ma confiance en eux, j'espère qu'ils auront la vôtre. Ce soir, c'est donc en guise de prémisse que vous découvrirez Louis ainsi que Mathilde, respectivement président et vice-présidente, qui interrogeront Monsieur de Rugy. Alors, Monsieur de Rugy, justement, que retenir pour esquisser votre portrait ? Engagé en politique depuis 1991, avant même d'avoir votre diplôme de Sciences Po Paris en poche, vous vous ralliez au mouvement écologiste aux premières heures de votre vie politique. À 24 ans, vous vous présentez aux législatives de Loire-Atlantique sous l'étiquette des Verts. Mais face à un certain Jean-Marc Ayrault, vous ne faites pas encore le poids. Alors, pour le poste de député, il faudra repasser. Force d'une grande ambition politique, vous occupez alors des responsabilités politiques ici en Loire-Atlantique, département auquel vous soutenez un attachement particulier. Disons que vous faites partie de ceux qui auraient bien rattaché la Loire-Atlantique à la Bretagne. Vous devenez en 2001 adjoint du maire de Nantes et sur la même période jusqu'en 2008, vice-président de Nantes Métropole. Et nous y arrivons. C'est aux élections législatives de juin 2007 que vous devenez député de Loire-Atlantique. Jusqu'en 2012, vous siégez dans ce contexte à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous êtes réélu la même année et siégez cette fois à la commission de la défense nationale. Vous coprésidez alors le groupe écologiste à l'Assemblée aux côtés de Barbara Pompili. Seulement voilà, 3 ans plus tard, vous quittez le navire Europe Écologie Les Verts lorsque le capitaine Duflot écarte l'ensemble de son parti, et vous avec, de tout cap gouvernemental. Vous estimez que la place des écologistes n'est plus à la contestation, mais à l'action. Vous n'êtes plus en accord avec ce parti qui, selon vos dires, s'est condamné à la paralysie. Certains parlent alors de trahison ou de faute, mais c'est avec courage que vous fondez votre parti écologiste. En août dernier, et publié l'ouvrage « Écologie ou gauchisme, il faut choisir ». Monsieur de Rugy, j'aime beaucoup le titre de vos ouvrages. En témoigne aussi à quoi peut bien servir un député écolo. Et vous l'imaginez bien, ce sont autant d'interrogations que nous vous retournerons ce soir. Est-ce au député écologiste que vous êtes de cristalliser les tensions liées à l'environnement, notamment avec des projets comme Notre-Dame-des-Landes ? Votre permanence située à quelques encablures d'ici, rue Paul Bellamy, a souvent été la cible des extrémistes refusant ce projet.
Finalement, en votre qualité d'écologiste, j'ai trouvé que vous aviez une vision singulière de la fonction de député. Si vous acceptez le tronc commun des idéaux écologistes en France, avec notamment la fermeture de Fessenheim, les 35 heures, vous êtes bien entendu opposant au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, adversaire du traité transatlantique, mais vous devenez encore plus percutant lorsque vous parlez d'une écologie à l'échelle communautaire, ou encore quand vous dénoncez la tribu des jamais contents qui fait rage chez vos propres amis politiques, ou encore quand vous affirmez que l'écologie ne peut être simplement de gauche. Vous exécrez finalement ce que vous appelez le syndrome de Bruxelles, c'est-à-dire la propension des négociateurs français allant à Bruxelles à se laisser envoûter par les parties prenantes de Bruxelles. La construction européenne divise, vous le martelez, et le traité transatlantique en est la pire des expressions. Mais là où j'ai été particulièrement étonné, c'est que vous vous réclamez pourtant d'un véritable fédéralisme européen. Vision particulièrement ambitieuse et pas tellement répandue sur cette partie de l'échiquier politique. Alors, je suis très heureux ce soir que vous puissiez faire part de votre vision si intéressante. Et avant de vous laisser la parole, et en quelques mots, ou plutôt quelques chiffres, je souhaite introduire le thème de ce soir. Est-il encore nécessaire de rappeler, avec ces quelques chiffres, qu'il faudrait réduire de 70% les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050, relativement à 2010, pour maintenir la hausse moyenne des températures en dessous de 2 degrés. Est-il aussi nécessaire de rappeler que la probabilité que les activités humaines soient la cause principale du réchauffement climatique, observé depuis le milieu du XXe siècle, est de plus de 95% d'après les chercheurs du GIEC. Donc, vous savez, c'est ce groupe d'experts, de 800 experts intergouvernementaux qui cherchent sur l'évolution du climat, avec en cause évidemment la concentration des gaz à effet de serre et l'appauvrissement de la couche d'ozone qui en résulte. Est-il encore nécessaire de rappeler qu'entre 1980 et 2012, la hausse moyenne des températures était de 0,85 degrés, alors qu'à l'horizon 2100, elle pourrait dépasser les 4,8 degrés. Depuis la fin du 19e, le niveau des mers s'est élevé de 19 cm. Dans le scénario le plus pessimiste, il grimpera de 95 cm d'ici à 2100. Alors voilà, les chiffres saisissants et les belles images toutes droites tirées d'un film de Yann Arthus Bertrand, pourraient défiler sous vos yeux pour achever de vous convaincre et de nous convaincre, mais n'éludons pas non plus les promesses faites par 195 pays de cette planète lorsque Laurent Fabius a brandi un petit marteau vert qu'on a vu dans la vidéo, après 2 semaines de négociations ardues. Il faut l'avouer, de belles mesures ont été prises, l'objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré, la création d'une aide de 100 milliards aux pays en voie de développement pour les aider à faire face aux questions d'environnement, ou encore la mise en place d'un système de révision périodique des engagements tenus par les parties prenantes. Et selon vous, il ne doit pas y avoir ni un changement imposé, ni trop radical, comme le prônent certains avec une planification étatique très forte. L'écologie doit finalement être à l'image de cette COP, être affaire de compromis. Car l'enjeu est immense, il convient de prendre en compte les nombreuses externalités négatives d'un modèle économique souvent décrit comme caduc, voire périmé. Je vous ai entendu reprendre les mots de François Mitterrand, le changement écologique, c'est ici et maintenant. Alors, ici et maintenant, monsieur de Rugy, la COP 21 et après. Un grand merci pour votre présence, monsieur le député. Nous sommes heureux de vous offrir cette tribune. Et pour ma part, je salue l'équipe 2016 qui prendra notre suite et leur souhaite une réussite totale. Je souhaite à tout le public une excellente conférence et comme dirait un grand monsieur, au revoir. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation dans cette école Audencia que je découvre à cette occasion, si je puis dire. Je la connais bien sûr de nom, de réputation, et par ailleurs, elle est dans la circonscription dont je suis l'élu, puisque j'ai la chance, si je puis dire, d'avoir la plupart des établissements d'enseignement supérieur situés de ce côté-ci de l'Erdre, si on peut dire, qui sont dans cette première circonscription de Loire-Atlantique dont je suis l'élu, comme vous le rappeliez à l'instant, depuis 2007. Et nous avons eu donc cette conférence sur le climat. Je préfère d'ailleurs dire souvent cette conférence sur le climat que la COP 21, parce que
La COP 21, c'est un terme quand même qui est un peu obscur. Et d'ailleurs, quand on en donne la traduction, ou plus exactement la déclinaison du cycle, ça n'est pas plus clair, puisque ça veut dire Conference of the Parties, bon, la conférence des parties. Je ne suis pas sûr que pour nos concitoyens, ce soit très explicite. En revanche, je crois que l'enjeu du climat, de l'effet de serre, du dérèglement climatique, cet enjeu-là, aujourd'hui, il est partagée, en tout cas la prise de conscience, c'est ma conviction, est partagée en France, elle est partagée en Europe, dans le monde. Il n'y a plus grand monde à contester cette réalité, tout à la fois du réchauffement climatique, de l'effet de serre, des conséquences négatives que ça peut avoir en termes de dérèglement, et par ailleurs les causes principales de cet effet de serre, que sont les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre. On parle souvent bien sûr du CO2, du dioxyde de carbone, mais c'est aussi le méthane et d'autres gaz. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas en France, en Europe. Sans doute que dans certaines parties du monde, d'ailleurs, il reste quand même des courants, comme on dit, climato-sceptiques, puisque, et même on dit sceptiques, mais qui en fait sont hostiles à cette idée selon laquelle il y aurait ce dérèglement climatique lié à l'effet de serre. C'est sans doute principalement le cas d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi cette étrange campagne pour les primaires du Parti républicain, de la droite américaine, et dans cette campagne où s'affrontent différents candidats qui postulent pour être le candidat à la présidence des États-Unis, il y a beaucoup malheureusement d'expressions climato-sceptiques, et notamment celle de celui qui semble pour l'instant être le favori des sondages, M. Trump. Et M. Trump fait régulièrement des saillies sur beaucoup de sujets, mais notamment sur ce sujet-là. Je pense que, heureusement, ce n'est pas un point de vue partagé majoritairement, y compris aux États-Unis. Et d'ailleurs, le président des États-Unis, l'actuel président, s'est engagé personnellement sur ce sujet. Alors, avant de faire un petit bilan de cette COP21 et des perspectives, puisque le titre, c'est la COP21 et après, et en effet, vous avez bien fait d'appeler cette conférence ainsi, car moi, je considère que ce n'était pas du tout une fin. C'est une étape. Ce n'est pas non plus un début, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avant, mais c'est une étape, et il y en aura d'autres. Et il faut souhaiter d'ailleurs qu'il y en ait d'autres, parce que c'est un processus qui ne se règle pas en une conférence, et de même que, évidemment, on peut toujours espérer un accord plus ambitieux. De toute façon, il fallait progresser, et on l'a fait de façon, à mon sens, très importante. Certains disent que c'est un accord historique. C'est peut-être ma passion, par ailleurs, pour l'histoire, qui me fait dire qu'il faut toujours être prudent sur la qualification d'historique, puisqu'on ne le sait qu'après, par définition. C'est les historiens qui le diront dans quelques dizaines d'années, sans doute, mais un tournant important dans ces négociations climatiques. Et c'est important de revenir un tout petit peu en arrière sur la genèse de ces négociations climatiques. C'est important de le dire parce que, justement, ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que, tout en devant être lucide et éviter évidemment toute béatitude ou toute naïveté par rapport à ce type de processus, y compris cette conférence-ci, c'est pas parce qu'elle était en France et que l'on peut être légitimement fier qu'elle ait été organisée en France et qu'elle se soit bien finie, qu'il faut être naïf sur les obstacles, les difficultés qui demeurent. Mais celles et ceux qui disent, car il y en a, que de toute façon tout cela ne sera pas suivi d'effet, tout cela n'est pas assez ambitieux, tout cela ne marchera jamais en quelque sorte. Il y a toujours beaucoup de gens qui disent que ça ne marchera jamais. Et il y a deux types de personnes qui disent cela, qui finalement ça aboutit au même résultat. Il y a ceux qui disent que ça ne marchera jamais parce qu'ils trouvent que ça ne va pas assez loin, pas assez vite. J'ai entendu, j'ai lu, par exemple, Pierre Rabhi, qui passe pour un écologiste très convaincu. Ça relève presque de la foi, si on peut dire.
Et il dit COP 21, mais il faudra attendre la COP 88. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ce chiffre, qui en effet, c'est 21, pas pour le 21e siècle, parce que c'est la 21e conférence, d'ailleurs la COP 22 dans un an, mais sous-entendu, voilà, on est très très loin d'atteindre des objectifs à même de limiter l'effet de serre et les dérèglements climatiques. Et puis il y a ceux qui disent que ça ne marchera jamais, parce que dans le fond, ils souhaitent qu'on ne fasse rien. Mais le résultat est le même, c'est qu'on ne fait rien, c'est l'immobilisme. Si on est trop négatif, à force de vouloir être lucide, on bascule dans le pessimisme, on bascule dans le défaitisme et dans l'idée que de toute façon, même ceux qui ont signé ça, ils ne sont pas de bonne foi, et d'ailleurs ensuite, ça ne sera pas suivi d'effet, ils s'empresseront de renier leurs paroles, etc. Eh bien, on dit à l'ensemble des citoyens partout sur la planète que finalement, il vaut mieux ne rien faire. Et que, alors certains diront, on s'adaptera comme on pourra, et puis d'autres diront, on attendra que la crise soit encore plus prégnante, que les conséquences soient encore plus insupportables, parce que les conséquences existent déjà, on peut déjà les toucher du doigt. On a vu tout à l'heure dans le petit film quelques images, je pense qu'elles étaient tirées des informations à l'époque où il y a eu la tempête Katrina, je pense, dans le sud des États-Unis, et il y a eu la tempête Sandy à New York. Et c'est important de rappeler ces événements parce qu'on pense souvent aux pays pauvres, aux pays en voie de développement, aux pays par ailleurs où toute la population est souvent sur le littoral et des littoraux qui sont à une très faible hauteur et qui sont donc et aussi par ailleurs sous des latitudes tropicales, etc., et qui sont très soumis à des événements, en effet, des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents. C'est vrai. Le président de la République, d'ailleurs, était allé aux Philippines pour bien montrer que tout le monde devait se sentir solidaire. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique avec Katrina puis Sandy montre que la première puissance du monde, New York, vécue même comme la capitale du monde en quelque sorte, eh bien, c'est là que siège l'Organisation des Nations Unies, eh bien, même quand on est un pays très riche, très puissant, eh bien, on est frappé, désorganisé, complètement désorganisé, et en plus, il y a des victimes. Alors, je le disais sur un petit peu la genèse de ces conférences sur le climat, on le fait souvent remonter à la première, on va dire, conférence mondiale sur les enjeux écologiques, qui était la conférence de Rio en 1992. Désolé de dire ça devant des étudiants qui, sans doute, pour certains d'entre eux, n'étaient pas nés à l'époque. Et c'était quand même déjà la même ministre de l'écologie, d'ailleurs, qui représentait la France, puisque c'était Ségolène Royal, qui elle-même était plus jeune, puisqu'elle y était allée, d'ailleurs, en étant enceinte. Donc, elle est une fille qui est née quelques semaines après cette conférence de Rio. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de l'enjeu du climat. On parlait plutôt du développement durable. C'est là qu'on a posé les bases de la réflexion mondiale du développement durable, y compris la définition du développement durable. Mais peu de temps après, en 1997, à Kyoto, on a déjà, à l'époque, mené une négociation, signé des accords, il y a eu des engagements, et moi je me souviens, à ce moment-là que j'ai commencé à travailler à l'Assemblée nationale, mais en tant qu'assistant parlementaire, eh bien, la majorité de l'époque, le gouvernement de l'époque, avait fait ratifier ces accords et on voyait que ça impliquait déjà des conséquences dans l'action politique. On avait du mal d'ailleurs à faire accepter, c'était Dominique Voynet qui était ministre de l'Environnement à l'époque, du mal à faire rentrer dans l'action politique les engagements pris à Kyoto. Et puis, il y a eu les États-Unis qui avaient refusé de ratifier ces accords, qui ne les ratifiaient pas. Ça reste d'ailleurs une question, y compris sur cette conférence et cet accord. Plus près de nous, parce qu'on ne va pas être trop dans les détails historiques, il y a eu la conférence de Copenhague en 2009, qui avait déjà à l'époque suscité un espoir d'engagement concret, d'accord.
le président de la République française à l'époque, Nicolas Sarkozy, était allé à cette conférence en disant on va avoir un accord, on va y arriver, et malheureusement ça n'avait pas été le cas. En tout cas, il n'y avait pas eu d'engagement concret, et à l'époque, très clairement, c'est un élément qui a changé, c'est évident, il y avait des très grandes puissances, très fortement émettrices, les deux principales, les États-Unis et la Chine, qui refusaient l'idée même d'un accord contraignant et qui en fait était le pied sur le frein pour ces négociations et pour un accord. Pour la Chine, c'était même pas d'ailleurs par volonté de nier le phénomène, mais c'était en disant ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité des pays industrialisés qui le sont depuis un siècle et qui sont responsables de l'effet de serre, qui sont responsables de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, c'est aux pays les plus anciennement industrialisés, donc l'Europe, les États-Unis, le Japon, de prendre des mesures et de s'imposer à eux-mêmes des contraintes. Et ce n'est pas à un pays comme la Chine, plus récemment industrialisé, de devoir à son tour, dans le même mouvement, prendre des engagements. C'était vécu comme un frein au développement économique, vécu comme quelque chose qui allait empêcher la Chine de se développer. Les choses ont beaucoup changé et je pense que si on a pu aborder cette conférence de Paris avec un peu plus d'optimisme, c'est parce que justement l'attitude de grands pays émetteurs comme la Chine ou les États-Unis avait changé avant même la conférence. Il faut quand même rappeler, vous l'avez peut-être lu dans quelques articles, que quand la France s'est portée candidate, en 2012, à la fin de l'année 2012, il y a 3 ans, pour organiser cette conférence, eh bien, non seulement personne ne voulait l'organiser, certains diront c'est pour ça que la France l'a eu, mais c'est surtout parce que, en l'occurrence, tout le monde se disait c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de pays prêts à s'engager. Et même en France, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui a présidé à ce titre la conférence et qui s'est vraiment énormément engagé dans les négociations préalables, avait plutôt dissuadé le président de la République de se porter candidat au nom de la France parce qu'il lui avait dit justement on ne va pas y arriver et on aura sur nos épaules la responsabilité d'un échec. C'est pour ça que je le dis vraiment très rapidement, mais il faut saluer cet engagement du président de la République parce que c'était un pari franchement auquel peu de gens croyaient. D'ailleurs, quand ça a été annoncé, ça n'a pas fait la une des journaux. On n'a pas dit tiens c'est formidable. Bon, je vais vous dire, même, j'étais déjà réélu député, vous l'avez dit, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée, nous avions des discussions, nous avions des ministres écologistes au gouvernement à l'époque. Il y avait un ministre d'ailleurs, Pascal Canfin, qui s'était battu, lui, pour essayer de convaincre le président d'organiser cette conférence. Mais même nous étions interrogatifs sur le sens de cette candidature, parce que, disons-le, le président de la République française, François Hollande, n'était pas connu pour un engagement écologique important. Sur la conférence elle-même, alors je ne sais pas si on va... Voilà. Il est important, en effet, de rappeler un petit peu le contexte dans lequel elle s'est déroulée. D'abord, pour rappeler que c'est une négociation internationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, qu'il n'y a pas d'organisation dédiée à cette question. Autant il y a des organisations sur le développement, des organisations sur la culture, l'UNESCO, des organisations, le HCR, le Haut Comité pour les réfugiés, vous avez l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation différente, et d'ailleurs tous les pays ne sont pas adhérents à l'OMC, mais vous avez cette organisation, les États d'ailleurs reconnaissent à partir du moment où ils adhèrent son autorité, etc. Et il n'y en a pas pour le climat. Nous, d'ailleurs, nous souhaiterions qu'il y en ait une, on se bat depuis des années, pour qu'il y ait une organisation mondiale de l'environnement, un peu comme il y a l'Organisation mondiale du commerce. Mais en attendant, ça n'existe pas, donc c'est l'ONU avec tous les pays membres de l'ONU.
Et pour arriver à un accord, il faut que tous les pays y souscrivent. Et donc ça ne peut marcher que par la négociation. C'est pas, personne ne peut imposer à tel ou tel pays, évidemment, un accord. Et il n'y a pas, évidemment, de pouvoir supranational. C'est une question, d'ailleurs, qui sera toujours, évidemment, dans un coin de notre tête, de savoir si les engagements pris ne sont pas tenus, quelles sont les conséquences. Il n'y a pas de mécanisme, évidemment, à ce stade de sanction. Il faut savoir aussi que dans le contexte, je le disais, à la fois les États-Unis et la Chine avaient montré une volonté, avaient d'ailleurs signé une déclaration commune avant, il y a déjà environ un an. Le président de la République française s'était rendu en Chine peu de temps auparavant. La Chine avait réaffirmé, pris une déclaration, commençait à accepter par exemple l'idée de mesures contraignantes, contrôlées, mesurées. Et puis, en même temps, on sait qu'aux États-Unis, il reste une majorité républicaine au Congrès qui est plutôt hostile, qui reste plutôt climato-sceptique. Quand Barack Obama a pris un certain nombre d'engagements pour les États-Unis, qui a dit voilà ce que nous devrons faire, il s'est immédiatement heurté à une hostilité très franche et d'ailleurs à un bras de fer évidemment pas fini, puisque lui dit qu'il peut le faire sans passer par le Congrès, et que le Congrès dit mais non, c'est du domaine législatif, il faudra l'accord du Congrès, et pour l'instant il ne l'aura pas. L'Union européenne, je ne vous fais pas un dessin, n'est quand même pas non plus dans une forme olympique, et on ne peut pas dire que l'esprit de solidarité, de projet commun soit quelque chose actuellement d'extrêmement fort entre les 28 États de l'Union européenne. On considère même malheureusement que l'on régresse un peu en la matière. Les engagements d'ailleurs qui ont été pris sur les questions énergie-climat sont plutôt assez ambitieux par rapport à d'autres régions du monde, mais personne n'a voulu que ce soit décliné pays par pays. Donc ça reste quand même aussi quelque chose évidemment d'interrogatif. Et l'Inde était aussi un petit peu, il faut bien le dire, resté jusqu'au bout, assez timoré, pour ne pas dire le pied sur le frein. Les pays pétroliers également. On parle souvent et on pense immédiatement aux monarchies du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, etc. Mais par exemple le Venezuela, bon, pays qui se dit sur la scène internationale, tradition de la révolution bolivarienne ou que sais-je encore, mais enfin sur le climat, ils sont d'accord avec l'Arabie Saoudite. Et pourquoi ? Parce qu'ils disent, nous c'est notre source de revenus, alors si tout ça, ça conduit à consommer moins d'énergie fossile, moins de pétrole, vous savez, l'idée de en fait, laisser les énergies fossiles là où elles sont, dans le sous-sol, évidemment, pour ceux qui les exploitent et qui en tirent leurs revenus, c'est une perspective qui n'est pas vue avec beaucoup d'intérêt. Et puis, il y a les pays les plus pauvres, qui, eux, sont très faiblement émetteurs. L'Afrique est très, très faiblement émetteur, mais qui subissent souvent les conséquences et qui aimeraient bien être aidés en la matière. Il y a sur le contexte, évidemment, le fameux objectif des 2 degrés. Et là, c'était quelque chose qui avait été fixé avant la conférence, qui est le fruit des négociations successives, parce que moi je me souviens à une époque, on visait plutôt 0 degré. On disait il ne faut pas qu'il y ait du tout de réchauffement. Et en même temps, c'est le réalisme de la tendance qui était à l'œuvre qui a conduit les différents États à dire on va essayer de trouver un compromis autour de 2 degrés. Sachant que l'idée étant que, tout ça étant évidemment toujours difficile à chiffrer avec précision, mais que la tendance, si on continuait sur la tendance actuelle, on allait vers 4 degrés. Et alors évidemment, certains peuvent dire 4 degrés, 2 degrés. Qu'est-ce que ça change ? Les États sont arrivés avec des engagements écrits, et si on en faisait l'addition, on était plutôt vers 2,7, 2,8 degrés. Là aussi, on peut dire, finalement... Pascal Canfin, je disais, qui est un ancien ministre de la coopération et du développement international, qui est très engagé aussi sur ces questions, qui a beaucoup participé à la COP21, non pas en tant que ministre, malheureusement, mais en tant que représentant d'organisations non gouvernementales, a une image que je trouve assez parlante. Il dit, vous savez, c'est un petit peu comme la température du corps humain. Évidemment, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une analogie scientifique, c'est une image. Mais si la bonne température, c'est 37 degrés, à peu près. Si vous avez
41 degrés, 4 degrés de plus, ça peut être mortel. 40 degrés de fièvre, c'est également très grave. 39, vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'êtes pas très bien, mais vous pouvez peut-être le supporter et vous adapter. C'est un peu la même idée avec cette histoire du climat. Mais finalement, et ça je trouve que c'est intéressant que l'on ait pu faire cela, on a pris dans le texte l'engagement de 1,5 degré. Donc les États ont affiché une ambition plus importante que ce qu'on avait imaginé avant la conférence, et c'est un point positif. Évidemment, ça reste une perspective, et il va falloir que les engagements suivent, avec les objectifs de long terme, et qui là sont à avoir les différentes baisses que l'on dit, que l'on redonne souvent. Je ne sais pas si elles apparaissent. Bon, ça, je ne vais pas aller trop vite avec l'écran. La fameuse idée qu'à 2050, on ait des baisses extrêmement importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, il faut toujours faire attention aux objectifs de très long terme, où c'est plus facile finalement de s'engager sur des objectifs très ambitieux en 2050 pour des dirigeants politiques qui, évidemment, pour la plupart d'entre eux, et il faut le souhaiter d'ailleurs, ne seront plus à la tête de leur gouvernement ou de leurs États à cette date, et nous serons peut-être, même pour certains d'entre nous, même plus de ce monde. Et donc il faut évidemment donner des étapes. Et là, il y a eu l'idée que dès 2018, et c'est marqué dans le texte, on demande au GIEC, le fameux groupement des scientifiques, de faire un rapport sur les conséquences d'un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 degré et sur les profils connexes d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc là, on est quand même avec ce que certains appellent une clause de revoyure, en tout cas, et ça c'était quelque chose d'important, qu'on ne renvoie pas à trop loin le fait d'avancer concrètement sur ces 1,5 degrés plutôt que 2 degrés. Alors là aussi, on pourra toujours se dire, oui, mais ce n'est qu'un rapport, etc. Mais c'est important de se dire que moi, je crois que c'est la seule démarche possible avec ce type de négociation, que c'est par étapes. Et qu'on ne lâche pas le fil, on ne lâche pas, on ne dit pas, tiens, maintenant, on est tranquille pour 5 ans ou pour 10 ans. Non, il faudra y revenir régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle évidemment avec une seule conférence. La question de la différenciation, ça c'était quelque chose qui avait été dit avant. Un accord différencié, accord ambitieux, ça c'était l'objectif en termes de degrés, contraignant et différencié. Là, ça pouvait paraître un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de différenciation? En fait, je crois que c'est tout simplement le bon sens. C'est qu'on ne va pas imposer le même niveau de réduction de gaz à effet de serre à des pays qui sont faiblement émetteurs, qui sont en voie de développement, et d'autres, comme nous, comme la France, l'Europe, les États-Unis, le Japon, maintenant la Chine, parce que la Chine n'est plus un pays en voie de développement, c'est un pays industrialisé, et qui est un gros émetteur, évidemment, et des objectifs plus ambitieux que d'autres pays. Et ça, c'était évidemment aussi un point important pour avoir un accord avec des pays en voie de développement. Et donc, c'est évidemment ce principe que nous avons une responsabilité commune, mais qu'on ne va pas avoir demandé le même niveau d'engagement à tout le monde. Une autre question qui a été beaucoup débattue avant et pendant la conférence, c'est la question du financement, et qui est en fait essentiellement centrée sur le financement de l'adaptation. Malheureusement, on est obligé de considérer qu'il faut s'adapter au phénomène. En même temps qu'on lutte contre sa progression, il faut déjà s'y adapter. C'est valable dans un pays comme le nôtre. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui sont menées, très concrètes, dans l'agriculture, la forêt, la mer, sur le tourisme, parce que c'est lié à l'évolution des littoraux, etc., aux effets et aux conséquences du dérèglement climatique. C'est évidemment encore plus prégnant dans certains pays qui le subissent de façon beaucoup plus lourde que nous, et qui sont en plus des pays en voie de développement, donc pour qui c'est un point encore plus important dans leur perspective économique ou sociale. Et puis, il y a aussi la question du financement, du transfert de technologies pour, là aussi, les pays
les plus pauvres qu'ils puissent accéder à des technologies propres, notamment pour la production d'électricité, par exemple, pour l'approvisionnement en énergie, puisque si on laisse faire, évidemment, ils iront vers le moins cher. Et aujourd'hui, le moins cher, c'est le charbon. Et justement, c'est le charbon qui est l'énergie la plus émettrice de CO2. Donc, c'est vrai que sur cette histoire de financement, l'accord, c'était un point difficile. On considère qu'on a avancé, puisque le texte final parle d'un plancher de 100 milliards. Donc le chiffre de 100 milliards qui avait été évoqué, pas simplement une perspective, mais c'est considéré comme un plancher qu'il faudrait faire plus, et qu'il faudra avoir un nouvel objectif chiffré, collectif, d'aide financière avant 2025. Là aussi, clause de revoyure. Mais évidemment, ça dépendra de la capacité des États à abonder ce financement. Les pays les plus riches, la France avait pris l'engagement avant la conférence, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République avait redit l'engagement de la France, ça a été budgété d'ailleurs. D'autres pays traînent davantage les pieds. Et puis il y a la question de savoir si on met en place des ressources pérennes. Et notamment, souvent été évoquée la taxe sur les transactions financières. Sur les pertes et dommages, qui était un sujet qui avait été également évoqué. Là aussi, évidemment, l'accord dit très clairement qu'il faut tout faire pour éviter et réduire les pertes et dommages associés aux effets du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. Mais en la matière, il n'y a pas d'engagement sur le fait que les pays du Nord reconnaîtraient une responsabilité et donc une compensation pour les préjudices subis par les pays en développement. Donc ça reste évidemment un point un peu décevant de cet accord. Sur une autre question qui était importante, c'était celle de la transparence. Et là aussi, c'est extrêmement important, si on parle des objectifs chiffrés, qu'il y ait une transparence sur les mesures. C'était d'ailleurs aussi une des demandes, par exemple, de la Chine, dans la déclaration qui avait été obtenue par le président de la République avant cette conférence. Il y avait cette idée de confiance mutuelle, et que pour qu'il y ait de la confiance mutuelle, il faut qu'il y ait de la transparence. Et cette formule a été reprise dans l'accord de Paris, de même que ce sera aussi une question clé pour les engagements et les soutiens financiers. Sur la révision des engagements, là aussi c'était quelque chose, je le disais tout à l'heure, qui était extrêmement important puisque c'est quelque chose d'évolutif, et ça fait bien partie de l'accord, puisque le texte prévoit un mécanisme de révision sans pouvoir en faire baisser les objectifs. Ce n'est pas pour avoir des objectifs moins ambitieux, ça ne peut être que à la hausse, avec tous les 5 ans, donc avoir des rendez-vous qui donneront des engagements, des révisions des engagements pour essayer d'être plus ambitieux. Et en la matière, il y avait d'ailleurs des États qui s'étaient exprimés, qui avaient formé une forme de coalition pour une plus haute ambition avant la conférence. Un autre sujet qui là est extrêmement important, c'est celui du prix du carbone. Ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire dans l'air, c'est un mauvais jeu de mots, depuis très longtemps, et dans beaucoup de pays. Vous savez d'ailleurs qu'en France, on avait eu des velléités de taxe carbone, d'ailleurs en 2009. Ensuite, malheureusement, le mécanisme n'avait pas été validé par le Conseil constitutionnel. Et le gouvernement de l'époque, de François Fillon, avait dit on va remettre le sujet en chantier, on va proposer une nouvelle mouture, mais ça n'a jamais été fait, ça a été abandonné malheureusement, purement et simplement. La nouvelle majorité en 2012 a repris le chantier. Ça ne s'est pas fait tout seul, parce qu'évidemment,
une taxe, c'est jamais extrêmement vu avec beaucoup de sympathie et d'intérêt en politique, et c'est bien normal. Et en même temps, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit un mécanisme de taxation, soit un mécanisme de prix du carbone avec des certificats qui existent d'ailleurs au niveau européen, mais qui malheureusement ne fonctionnent pas très bien parce que il y a eu trop de certificats distribués gratuitement. Donc ça, évidemment, ça a faussé le système, et en plus, il a été lancé avant la crise, et avec la crise, comme il y a eu une baisse d'émissions de CO2, le système, le prix du carbone s'est en réalité effondré. Donc il faut sans doute d'ailleurs combiner les deux systèmes. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y en a qu'un seul qui est valable. En tout cas, en France, on a pris, puisque l'Europe n'a pas été capable non plus de le faire, de trouver un accord, on a commencé modestement, mais on a une perspective d'une taxe carbone, ça ne s'appelle pas comme ça, contribution climat-énergie, qui doit aboutir à environ 30 € d'ici 2017. Et qui avance tous les ans et qui, là, ça y est installé. Des pays comme la Suède sont déjà à 100 € la tonne de carbone. Donc on est déjà, dans certains pays, à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc malheureusement, la mention de la tarification carbone a été retirée de l'accord, alors qu'il y avait là aussi des pays qui s'étaient constitués, une forme de coalition de pays qui avaient dit voilà, nous voulons travailler particulièrement sur cette question du fait de donner un prix au carbone, qui est un élément extrêmement important pour entraîner les entreprises dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre, pour tout simplement que dans les calculs économiques et les prévisions économiques que font les entreprises, elles sachent que le prix du carbone va augmenter pour que, évidemment, elles soient incitées à en réduire les émissions. L'accord dit simplement à l'article 137 qu'il importe de fournir des incitations aux activités de réduction des émissions, s'agissant notamment d'outils tels que les politiques nationales et la tarification du carbone. L'expression y est, mais ça ne va pas plus loin. Pour finir, il y a la question de la ratification, puisque c'est un accord international, et pour entrer en vigueur en 2020, il devra être ratifié, accepté ou approuvé par au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, puisque à Paris, il a été approuvé de fait à la quasi-unanimité, et on considérait que même s'il y avait quelques pays qui émettaient des réserves, ça valait consensus. Un pays ne peut pas non plus tout bloquer à lui tout seul. Et là, pour la ratification, évidemment, l'unanimité, le consensus n'est pas nécessaire. Et évidemment, un pays aura quand même le droit de se retirer, puisque, comme on le disait, il n'y a pas d'instance supranationale. Moi, je crois que là-dessus, il faut être à la fois vigilant, parce qu'on a vu avec Kyoto, par exemple, que ça pouvait très bien ne pas être ratifié, y compris par des pays très importants, mais qu'il faut là aussi être optimiste, parce que sinon, on risque de casser la dynamique. C'est une dynamique. Y compris, je comprends celles et ceux qui disent mais de toute façon s'il n'y a pas de sanctions, ça ne peut pas marcher, il faut forcément qu'il y ait des sanctions. On pourrait d'ailleurs imaginer qu'il y en ait, puisque après tout, on ne cesse non seulement de discuter, mais de mettre en œuvre, et on le fait concrètement. Souvenez-vous, l'Iran a été sanctionné pendant 10 ans, a subi des sanctions économiques pendant 10 ans pour son programme nucléaire civil et militaire. Et il a fallu une négociation longue et difficile pour sortir de cela et lever les sanctions sur l'Iran. Et l'Iran voulait aboutir à cet accord pour ne plus subir les sanctions. On pourrait imaginer la même chose, après tout, sur le climat. Moi, je trouverais ça logique, cohérent. C'est pareil, la Russie subit actuellement des sanctions économiques. D'ailleurs, là, l'Union européenne, par exemple, doit débattre aujourd'hui même, savoir si elle lève les sanctions. A priori, ce n'est pas le cas. Eh bien, évidemment, c'est quelque chose de lourd à porter pour les pays. Donc, on pourrait imaginer que des pays qui ne respectent pas leurs objectifs subissent des sanctions économiques, ce qui aurait donc valeur évidemment contraignante. Je pense qu'on y arrivera un jour d'ailleurs. Sur les sanctions économiques,
pour des pays qui ne respectent pas telle ou telle règle internationale. Pendant longtemps, on a dit ça sert à rien. On a dit il ne faut pas en faire, etc. Puis on l'a fait et ça a servi. Une autre époque, on considère que c'est aussi ça qui a permis de faire bouger l'Afrique du Sud quand elle avait l'apartheid. Bon. Donc, moi, je pense que ce sera une perspective un jour. En attendant, c'est pas parce qu'il n'y a pas ces sanctions qu'il ne faut pas y croire, parce que là, il y a quand même un mouvement dans lequel s'engagent la plupart des pays, qui sont aussi sous le regard de leur opinion publique, et l'opinion publique pousse plutôt, je pense aujourd'hui, à des accords, même dans un pays comme la Chine, qui n'est pas un pays démocratique, eh bien, on a bien vu que le virage, il s'est fait aussi. C'est pas uniquement la négociation diplomatique qui a fait bouger la Chine, c'est que la Chine subit les conséquences de pollution extrêmement variées, multiformes, pas toutes liées à l'effet de serre, bien sûr. La pollution de l'air n'est pas toujours la même chose que l'effet de serre, mais c'est souvent les mêmes sources. L'activité industrielle non maîtrisée, les émissions non maîtrisées, tant dans l'industrie que dans les transports, par exemple, qui fait que la Chine a été obligée de bouger. Que même dans un pays non démocratique comme la Chine, c'est un enjeu avec l'opinion. Et les autorités chinoises ont été obligées de prendre en compte ces questions-là. Parce que là aussi, être engagé dans la mondialisation, sauf à rester complètement isolé, mais un pays comme la Chine n'a pas l'intention de rester isolé du point de vue économique, ou même du point de vue quand il y a eu les Jeux Olympiques, la Chine a subi des épisodes de pollution extrêmement lourds. On ne peut plus organiser les Jeux Olympiques si on est obligé de faire courir les athlètes avec des masques à gaz. L'accord sera ouvert donc à la signature des pays le 22 avril 2016 à New York, et donc ce sera le début du processus de ratification. Évidemment, moi je souhaite que ce soit le plus rapide possible, que la France évidemment montre l'exemple, puisque nous avons été organisateurs de cette conférence avec un certain succès. Et puis je souhaite surtout, et ça amorcera peut-être le débat sur l'après COP21, que l'on se dise, je crois que vous repreniez cette formule en effet dans la présentation, à laquelle je tiens beaucoup, pas simplement parce que c'était le titre d'un livre de François Mitterrand, c'est agir ici et maintenant. On ne peut pas se dire sur un sujet comme cela qu'on y arrivera tout seul. Et c'est l'intérêt de ces négociations internationales. Ça, c'est évident. Je prends souvent cette image, même si tous dans cette salle, dans la ville de Nantes, dans notre région, en France, en Europe, nous prenions des mesures extrêmement fortes et que nous limitions de façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre, si les autres ne le font pas, on subira les conséquences du dérèglement climatique. Mais, donc ça, c'est la nécessité de négociations internationales. Mais en même temps, si on veut que la dynamique continue et qu'elle s'alimente, eh bien, il faut que chacun prenne ses responsabilités et ne se dise pas on attend que les autres le fassent, ou nous, on a déjà fait des choses en France, et c'est vrai qu'on a déjà fait des choses. On a, il faut le dire, même si ça pose d'autres problèmes par ailleurs de sécurité, une production d'électricité qui est très faiblement émettrice de CO2 du fait du poids du nucléaire, et on n'a évidemment pas l'intention, même si on est un certain nombre à souhaiter réduire le poids du nucléaire, remplacer les centrales nucléaires par des centrales à charbon ou au fioul. C'est le contraire. En France, nous sommes dans le département de France où il y a encore la dernière centrale thermique. Elle a vocation à fermer, c'est prévu, c'est programmé. Et ça doit continuer. Et ça doit continuer en France, en Europe. Mais par exemple, la France ne peut pas se dire, simplement parce que nous sommes faiblement émetteurs de CO2 pour l'électricité, c'est bon, on a fait tout le travail. Les transports, c'est un des éléments majeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, la France n'est pas bonne. Et on a beaucoup de progrès à faire. On en a déjà fait d'ailleurs, donc c'est faisable. Mais il y a encore un chemin important à faire, et ça, on peut le faire dès aujourd'hui, dès demain. On peut amplifier un certain nombre de politiques dans les transports urbains, dans les transports nationaux, les transports des marchandises, etc. La taxe, la contribution climat-énergie est un élément. La taxe poids lourd en aura été un élément. Malheureusement, elle a été abandonnée, mais il faudra y revenir, parce que ces éléments-là font partie d'un mécanisme qui enclenche un cercle vertueux et enclenche une sortie
de la dépendance aux énergies fossiles et aux émissions de gaz à effet de serre qui vont avec. Il faudra un jour aussi, c'est un peu un tabou en France parce que nous sommes un pays de production agricole et agroalimentaire. On dit que tous les Français sont un grand-parent ou un arrière-grand-parent maintenant plutôt paysan, mais pour autant la question des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, on ne pourra pas indéfiniment faire l'impasse. Là aussi la France, du fait qu'elle est un grand pays agricole, est un gros émetteur de gaz à effet de serre par l'agriculture. Et ça ne se fera pas non plus en un jour, ça ne se fera pas avec des mesures brutales et autoritaires. Moi, je plaide d'ailleurs pour une action dès maintenant, justement pour que ce soit progressif. Parce que sinon, si on ne fait rien, un jour, en effet, le risque, c'est qu'il y ait des mesures brutales qui tombent et qui seront beaucoup plus difficiles à supporter. Ou alors, ce seront aussi d'autres pays qui se désengageront. En Europe, il y a un gros effort à faire pour entraîner d'autres pays qui aujourd'hui traînent les pieds, comme la Pologne, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité, puisque la Pologne est un pays très charbonnier. Voilà. On pourrait multiplier les exemples, mais vraiment, moi, je considère, je finirai là-dessus, que cette réussite, c'est une réussite de cette conférence de Paris, c'est un appel à l'action. Ce n'est pas évidemment des lauriers sur lesquels on devrait se reposer. Merci. Merci Monsieur de Rugy pour cet exposé. Alors, nous allons vous poser quelques questions. La première, la voici. À la lecture des accords de la COP21, je suis tombé sur un article avant les accords qui m'a étonné. Je vais vous le lire. C'est la partie 2.17 pour ceux qui veulent faire du zèle. La conférence des parties note que des efforts de réduction des émissions beaucoup plus importants que ceux associés aux contributions prévues, déterminés au niveau national, seront nécessaires pour contenir l'élévation de la température de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau industriel. Cet article sous-entend donc qu'au-delà des objectifs, des mesures concrètes doivent être prises au niveau national. Monsieur de Rugy, quelles sont-elles ? Alors, en effet, c'est toute la question maintenant des suites, de la mise en œuvre. Moi, je souhaiterais d'ailleurs qu'au niveau du Parlement français, puisque je suis parlementaire, mais évidemment à l'initiative, ou en tout cas en coproduction avec le gouvernement, on ait non seulement un temps de débat, mais ensuite une série de mesures qui soient prises dès l'année 2016, dès l'année prochaine. C'est pas parce qu'on est en année préélectorale que tout doit s'arrêter, bien au contraire, sur la mise en œuvre des engagements. Qu'est-ce que ça veut dire pour un pays comme la France de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris à cette conférence de Paris, et avec évidemment des objectifs à court, moyen et long terme. Alors, le président de la République a souvent dit, avant la conférence, que nous avions voté la loi de transition énergétique, ce qui faisait de la France un pays exemplaire. Bon, je suis vraiment un soutien extrêmement déterminé à cette loi, qui a été en effet je pense une avancée importante, qui a mis beaucoup de temps d'ailleurs à être préparée, puis votée, qui a fait l'objet de beaucoup de débats, d'abord débat avec les acteurs économiques, sociaux, environnementaux, et ensuite au Parlement, près d'1 an de débat au Parlement. Mais pour autant, c'est pas pour solde de tout compte, tout n'a pas été fait avec la loi de transition énergétique. Moi je pense, si on devait définir une priorité, c'est les transports. Je pense qu'il y aurait nécessité à faire une nouvelle loi d'orientation sur les transports. Il y a en France, je veux dire, 2 outils qui existent déjà, mais qui mériteraient d'être réactualisés. C'est la loi d'orientation sur les transports intérieurs, drôle de nom, la LOTI, qui avait été votée en 1982, je crois, et qui a été modifiée depuis, mais enfin quand même, c'est une base législative qui est quand même plus de 30 ans, et la loi sur l'air, que certains appellent la loi Lepage, puisqu'elle a été votée à l'initiative de Corinne Lepage à l'époque, et dont en fait le titre total, complet, était loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et qui portait plus sur
tout ce que pouvaient faire les collectivités locales et qu'est-ce qu'elles devaient faire, les obligations, les possibilités. Là aussi, je pense que 20 ans après, parce qu'elle a été votée en 1996, il serait temps de faire une loi sur l'air 2, ou en tout cas une réactualisation. Ça, je pense que c'est des choses que l'on pourrait faire, qui sont à notre portée. Après, sur la question de l'industrie, la France n'est pas le pays le plus mal placé, malheureusement d'ailleurs au départ pour une mauvaise raison, c'est qu'on s'est quand même beaucoup désindustrialisé. Mais par ailleurs, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. La Chine est un gros pays émetteur qui monte en puissance, maintenant c'est le principal, sauf si on ramène par habitant bien sûr. Mais, et l'Union européenne baisse, mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de délocalisation d'activités industrielles. Certains disent même qu'on a un petit peu délocaliser nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, en même temps, les Chinois en tirent évidemment un profit économique, donc il faut qu'ils assument cette responsabilité. Mais c'est vrai qu'on a une co-responsabilité. Sur l'industrie, néanmoins, il faut quand même saluer aussi beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits, parce que l'Union européenne, de ce point de vue-là, avait fixé des objectifs. Bon, il y avait l'histoire des quotas carbone, je pense que ça, il faut le réviser. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait au niveau européen. Et aussi des normes d'émissions, notamment sur les voitures, les véhicules particuliers. Alors, je sais que le scandale Volkswagen est passé par là et mine un peu la confiance que les consommateurs peuvent avoir dans le respect par les constructeurs des normes qui leur sont imposées, mais il ne faut pas non plus tomber dans une dérive complotiste sur le thème on nous cache tout, on nous dit rien. Les véhicules particuliers sont quand même sur une tendance de baisse de consommation, mais aussi d'ailleurs les véhicules, les bus, les cars, les camions. Et ça, c'est une tendance qu'il faut continuer. Il faut continuer dans ce sens-là, parce que ça, c'est un levier concret pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis bien sûr, après, plein d'autres leviers. Mais là, si on parle de l'industrie, c'est un des leviers clés. Merci. Ma question porterait plutôt sur les limites de la COP21, puisqu'on voit qu'elle elle tâche de résoudre les causes du réchauffement climatique. Mais peut-on vraiment espérer une autre conférence internationale s'attaquant cette fois aux conséquences dramatiques et au fond inéluctables déjà engagées du réchauffement climatique actuel? Je pense, vous l'aviez évoqué, la question des réfugiés, mais effectivement la question des réfugiés climatiques, des catastrophes climatiques, de la désertification de certains territoires qui sont déjà en marche. Et au fond que la COP21, parce qu'elle s'attaque aux causes et pas tellement suffisamment aux conséquences, ne permet pas de résoudre. Donc peut-on espérer une conférence s'attaquant à toutes ces conséquences inéluctables? Ouais, c'est la question du financement. Là, il faut continuer à agir, mais évidemment, dès qu'on parle de financement et qu'on parle de contribution, chaque État est déjà nettement moins enthousiaste. Et évidemment, c'est quand même les pays les plus riches qui doivent financer. On ne va pas demander à l'Afrique, par exemple, d'autofinancer toute seule l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique. Moi, je pense que on a progressé quand même sur cette question du financement. En tout cas sur l'idée de cette solidarité internationale et d'un financement. Il faut continuer, et ça ce sera l'enjeu pour l'adaptation, parce que c'est ça qui coûte cher. Et en même temps, moi j'insiste souvent, et ça c'est valable à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, et je pense quel que soit finalement le type de pays, il faut aussi se dire que c'est l'orientation de l'investissement privé. On ne peut pas compter que sur des investissements publics, d'abord parce que des États qui seraient avec des budgets équilibrés, c'est quand même pas très fréquent, et même quand ils le sont, du coup, ils n'ont pas spécialement envie de donner de l'argent aux autres. Mais, et des taxes supplémentaires, vous voyez bien que même la taxe sur les transactions financières, c'est quelque chose de très très difficile à mettre en œuvre. Il y a des États qui sont extrêmement défavorables, par exemple dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne, c'est évident. Et le faire qu'à l'échelle de quelques États, c'est toujours le risque d'être pénalisé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela aussi. Jacques Chirac, quand il était président de la République, s'était beaucoup engagé et avait agi avec une taxe sur les billets d'avion. Donc ça paraissait logique aussi, puisque finalement, c'est la mondialisation par excellence, c'est bien les billets d'avion. Je crois que c'était que les billets internationaux. Et par ailleurs, les avions contribuent lourdement, en tout
cas par passager transporté, à l'effet de serre. Et eh bien, même en France, il y a un rapport parlementaire, par exemple, qui a été écrit et où il est proposé de remettre en cause cette taxe pour redonner de la compétitivité à Air France. Voilà, bon, mais ça, c'est toujours un sujet. D'ailleurs, c'est pas quelque chose, c'est pas parce que c'est des gros méchants, hein, c'est parce que tout simplement, toujours se poser la question des taxes supplémentaires, la compétitivité des entreprises, le prix, donc le pouvoir d'achat des consommateurs, etc., etc. Donc, moi, je crois que c'est surtout l'enjeu de l'orientation de l'investissement privé. Et ça, c'est si on crée des mécanismes vertueux, évidemment la question de la tarification du carbone y contribue, et si on enclenche une dynamique et sur laquelle on dit qu'il n'y aura pas de marche arrière, à ce moment-là, ça veut dire qu'on oriente l'investissement plutôt vers les énergies renouvelables que les énergies fossiles. Hein, c'est tout le débat sur le désinvestissement dans les énergies fossiles. Et puis sur l'adaptation, c'est pareil. Ça veut dire qu'on met de l'argent plutôt là-dedans que dans d'autres choses. C'est une question après de priorité politique. Justement, pour continuer sur cette question du financement, un texte de la Fondation Hulot explique qu'il suffirait de simplement 0,1% de l'argent des paradis fiscaux pour aider les pays en proie aux conséquences désastreuses du changement climatique. Donc ma question est la suivante. Pourquoi les lobbies financiers sont-ils aussi puissants face aux lobbies plus politiques ? Oui, j'ai lu aussi ça. J'avais vu que Nicolas Hulot, je crois, avait fait une soirée un jour en disant 12 engagements. Et c'est intéressant parce que, d'abord, moi, je tiens à saluer le rôle que Nicolas Hulot a joué, notamment auprès du président de la République. Y compris, beaucoup de gens pouvaient être un peu sceptiques ou même ont pu le brocarder. Ah, il accepte un rôle, un bureau à l'Élysée, et puis il est ambassadeur pour le climat, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va faire des voyages, et puis à quoi ça sert, etc. Il a joué, je crois, un rôle dans l'ombre pour d'abord sensibiliser le président de la République. Je crois que c'était nécessaire sur ce sujet. Et par ailleurs, mais François Hollande le reconnaît, hein, quand il a été élu président, ces enjeux-là n'étaient pas, comme on dit maintenant, à son agenda. En tout cas, n'étaient pas en priorité à son agenda. Et c'est par les contacts internationaux et aussi par le travail de Nicolas Hulot, et qui a lui aussi contribué par un travail de fourmi à l'échelle internationale. Il avait fait un sommet des consciences avant l'été, qui a aussi été un moment important de mobilisation de la société civile et des différents enjeux, etc. Maintenant, les programmes qui disent il suffirait de 0,1%, et c'est quand même vraiment bizarre qu'on ne le fasse pas, puisque c'est que 0,1%, etc., j'invite toujours à la prudence. Et ce n'est pas du tout du défaitisme, du fatalisme ou de la résignation. Je pense qu'il faut être volontariste dans ce domaine-là comme dans d'autres. Et la lutte contre les paradis fiscaux, il faut être très volontariste, parce que c'est une plaie, pas simplement pour l'idée que ça pourrait générer du financement. C'est une plaie pour l'économie. Hein. C'est comme les paradis fiscaux, c'est comme la fraude fiscale. C'est des pays où on fraude à la TVA massivement. D'ailleurs, la France, la fraude à la TVA, c'est quelque chose qui existe. Mais vous avez vu la Grèce, d'autres pays, c'est une plaie. Un État ne peut pas fonctionner sur la base de la fraude fiscale. Eh bien, la mondialisation ne peut pas fonctionner sur la base des paradis fiscaux. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, entre ça et arriver à les réduire, voire les éradiquer, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu, il y a beaucoup d'entreprises qui en profitent, donc ça veut dire que si elles n'en profitent plus, ce seront des augmentations de coûts pour elles, etc. Donc ça ne se fait pas en un jour. C'est pas simplement la finance, hein, c'est pas simplement les établissements bancaires et financiers internationaux, y compris français. On se bat beaucoup, d'ailleurs, nous, pour qu'ils soient obligés de faire la transparence, déjà au moins pour que les citoyens, etc., puissent faire pression. Et les États, il faut une action concertée. Bon, vous avez vu que c'est pas simple. Hein. Il y a des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Il y en a même un dont l'ancien chef du gouvernement est devenu président de la Commission européenne. Donc c'est quand même pas simple tous les jours hein, de lutter contre les paradis fiscaux. Mais il faut le faire. Mais ne disons pas qu'on a là la recette miracle et qu'un claquement de doigts suffirait pour la mettre en œuvre. Merci. Donc moi j'ai une remarque déjà. Le ministère de l'écologie a été fondé en 71 en France, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, ça fait 44 ans. En 44 ans, on a vu se succéder 26 ministres à sa tête, différents.
Est-ce que finalement le problème n'est pas là? C'est-à-dire qu'on a donc 26 personnes différentes qui ont une ligne à chaque fois différente. Est-ce que ça n'entrave pas justement le développement de politiques plutôt écologistes à long terme? Oui, d'ailleurs, rien que sur 3 ans et demi, on en a eu 4. Donc, vous voyez qu'il n'y a même pas besoin de revenir 44 ans en arrière. Je n'avais pas la statistique, ce qui veut dire d'ailleurs que sur les 3 ans et demi écoulés, on a malheureusement fait augmenter la moyenne. Et nous l'avions dit d'ailleurs au président de la République que c'était pas sérieux, que ce ministère-là, et que ce serait un autre ministère, que ça poserait quand même question. Si le ministère de la Défense avait changé 4 fois de titulaire depuis 3 ans et demi, quand même, on se poserait des questions. Les affaires étrangères, qui sont des ministères très importants, et on en a vu la contribution concrète, et tant mieux. Pareil pour l'économie, etc., même si là, il y a pu y avoir des changements aussi. Et plutôt... parfois dans le bon sens, parce qu'il pouvait y avoir là aussi des gens qui étaient très hostiles à tout ce qui touche à l'écologie. Oui, ça joue un rôle. Bon, après, c'est toujours pareil. Je crois que la question de l'écologie monte quand même dans le rang des priorités. Je ne suis pas défaitiste, là aussi. Bon, je parlais de Ségolène Royal en 1992, qui était, on ne disait pas ministre de l'écologie, on disait ministre de l'environnement à l'époque. C'était un poste vraiment très très bas dans l'organigramme gouvernemental. Elle était arrivée là, elle n'avait pas du tout le poids politique qu'elle a aujourd'hui, par exemple, etc. etc. Moi, je pense par ailleurs que c'est un problème français plus général. Le fait que les gouvernements, alors qu'on est censé être un pays plutôt stable maintenant avec le quinquennat, etc., on n'est plus sous la 4ème République, mais on fait quand même tourner le précédent, d'ailleurs, la précédente majorité. Il y avait un peu des remaniements comme ça au fil de l'eau, très souvent, et sur des postes très différents. Bon, je crois quand même que heureusement on a pu mener des choses, et je le dis, y compris sous le précédent mandat avec Jean-Louis Borloo, par exemple, qui a eu, lui, cette responsabilité pendant 3 ans et demi, et qui a fait un certain nombre de choses. Donc je pense que même en ayant des changements de titulaire, s'il y a un engagement politique, qu'il est en plus au sommet de l'État avec le président, ça permet de faire des choses. Et si évidemment il y a aussi une pression de l'opinion dans ce sens-là, parce que si là les gouvernants ils sont toujours attentifs aux évolutions de l'opinion, ce qui est après tout assez normal en démocratie. Merci. Alors, ma question est un peu plus personnelle. Vous venez de fonder le nouveau parti donc, qui s'appelle Écologiste. Et au fond, est-ce bien pertinent, dirais-je, quand vous briguez des responsabilités politiques, notamment, vous le précisez, au sein de coalitions, et est-ce qu'il ne serait pas plus pragmatique, sans doute, de directement rejoindre, allez, disons, le Parti socialiste, dont, pour simplifier, vous partagez, je crois, la ligne économique et sociale, et ce serait peut-être un moyen de peser au sein, bon, pour l'instant c'est la majorité, mais au sein d'un parti, et peut-être justement d'amener cette voix et cette position assez stable et une voix écologiste au sein d'un parti, notamment du Parti socialiste. Voilà. Est-ce que c'est pertinent de faire pour l'instant, bien sûr, jeune, mais du coup petit parti, plutôt que de rejoindre un plus grand parti et d'agir par ce biais? C'est une vieille question en France. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde dans d'autres pays, les deux situations existent, souvent liées aux institutions, d'ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, dont on dit souvent que c'est un pays assez rétif à l'écologie. À une époque, je crois que c'était George Bush qui avait dit le mode de vie américain est non négociable. Donc évidemment, c'était assez problématique pour l'écologie, mais il faut se souvenir que Al Gore a été plus connu en France par son engagement écologique autour de son film. Et là, il était d'ailleurs à la conférence de Paris aussi, bien sûr. Il ne fait plus de politique aujourd'hui aux États-Unis, en tout cas plus en tant qu'élu, mais il a failli être président des États-Unis. Il a été vice-président des États-Unis pendant 8 ans. Il a été très attaqué parce que quand il était donc candidat avec Bill Clinton pour être élu président et lui vice-président, George Bush père, il était
était opposé à Georges Bush père, disait, ça a été ressorti d'ailleurs je crois un jour dans un documentaire, essayait de faire peur aux Américains, cet homme préfère défendre les oiseaux que défendre les humains. Voilà, bon, donc c'était, vous vous rendez compte, et il avait écrit un livre, ce qui aux États-Unis était tout de même assez courageux, qui remettait en cause la voiture reine. Il disait, il faut en finir avec le règne de la voiture. Et il a failli être président des États-Unis. Et sans doute que d'ailleurs, si tout s'était passé dans les règles du point de vue des votes, il aurait été président des États-Unis. Donc il y aurait eu un président écologiste, parce que moi je considère qu'Al Gore est écologiste, appartenait au Parti démocrate aux États-Unis, qui est le grand parti de la gauche de gouvernement. Il aurait été président de la première puissance du monde, première puissance émettrice de CO2 également, et il aurait été avec son engagement d'écologiste qui est incontestable. Ça ne veut pas dire qu'il aurait tout réglé non plus à lui tout seul, hein, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Il n'aurait peut-être pas eu, lui non plus, une majorité au Congrès qui l'aurait suivi, etc. Mais ça aurait évidemment joué un rôle. Bon, aux États-Unis, il y a un parti vert, hein, d'ailleurs, mais qui a même eu des candidats, enfin un candidat à l'élection présidentielle, qui n'a jamais été élu, qui avait fait 10% des voix en Californie, quand même. Hein, bon, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, je pense que c'est la bonne stratégie, vu le mode de scrutin très majoritaire. Bon. En Allemagne, c'est la tradition proportionnelle. Bon, il y a un parti vert depuis plus de 30 ans qui est représenté au Parlement, qui a été au gouvernement pendant 7 ans avec les sociodémocrates entre 1998 et 2005, qui depuis n'est plus dans les coalitions, mais qui envisage de le redevenir un jour, etc. En France, on est dans un système hybride, mixte, entre un système présidentiel et législatif très majoritaire. Donc il y a un parti vert qui existe aussi depuis plus de 30 ans maintenant, qui, lui, n'a pas été représenté au Parlement pendant 30 ans comme en Allemagne, qui connaît des hauts et des bas, c'est indéniable. La question reste ouverte. Moi, je n'ai pas on essaye là, nous, de construire un petit mouvement, mais surtout parce qu'on ne voulait pas se retrouver sans étiquette, comme on dit, c'est-à-dire tout seul dans son coin, parce que je crois qu'on n'arrive à rien. On essaye de se regrouper, mais on n'a pas le fétichisme de la boutique et du petit parti qu'il faudrait absolument faire, etc. En même temps, le Parti socialiste, d'abord il s'appelle socialisme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire être socialiste en 2015, mais je pense que c'est un peu un problème d'ailleurs, hein, quand même, d'avoir une appellation qui ne correspond pas plus du tout à ce qu'on l'on fait. Vous avez parlé d'ailleurs de la ligne économique du Parti socialiste. Moi, je ne sais pas trop quelle est la ligne économique du Parti socialiste. Même celle du président du gouvernement, c'est encore une autre histoire et c'est sans doute un peu différent de celle du Parti socialiste, et ainsi de suite. Enfin, tout ça, je pense, devrait nous inviter à rebattre un peu les cartes, mais ça, c'est un autre débat, mais qui serait sans doute très nécessaire, surtout encore avec ce qui vient de se passer aux dernières élections. Et là, oui, je pense que la question de l'écologie devrait être une question clé. Il y a des gens aussi qui disent, ça a été dit, je crois, dans la présentation aussi, un peu, mais c'est pas forcément de gauche, l'écologie, et ça pourrait être de droite. Mais moi, je dirais très bien, hein, s'il y avait beaucoup de gens dans le parti de M. Sarkozy, les Républicains, qui étaient écologistes. Je constate que malheureusement, ils n'ont jamais réussi à beaucoup se développer. Alain Juppé, bon, je ne sais pas, hein, il a dit qu'il avait un peu fait sa conversion écologique quand il est allé s'exiler pendant 1 an au Canada. Et bon, à Bordeaux, je crois qu'il fait beaucoup de choses. Il a été, personne ne s'en souvient d'ailleurs, mais un éphémère ministre de l'écologie pendant 5 semaines en 2007, parce qu'il avait été nommé dans le premier gouvernement de M. Fillon par Nicolas Sarkozy. Et puis, comme il a perdu les législatives, 5 semaines plus tard, il a été viré du gouvernement. Il est revenu après, malgré tout, mais à d'autres fonctions. Et il était ministre de l'écologie. Donc peut-être, on ne saura jamais ce qu'il aurait fait s'il avait été ministre. Peut-être qu'il aurait fait des choses très bien. Il sera peut-être élu président de la République dans 1 an et quelques. Peut-être qu'on verra. En tout cas, pour l'instant, il ne s'exprime pas énormément, hein, sur le sujet. Bon, un jour, j'ai entendu une émission de grande écoute à la radio, une interview de François Fillon, et l'intervieweur, je crois que c'était sur la radio RMC, donc pas une radio par ailleurs écolo, hein, mais il dit, mais Monsieur Fillon, dans votre livre qui s'appelle Faire, c'est un beau mot d'ordre, alors, Faire, il n'y a rien sur l'écologie. Il n'y a même pas une ligne sur le changement climatique. C'est l'année de la COP21. Bon, il y a eu un blanc, hein, quand même. Hein. Bon. Voilà, bon, ça c'est des constats malheureusement que je fais. Donc moi, en tout cas, à une époque, je vous aurais peut-être dit
plus franchement, il faut absolument un parti écologiste pour mettre les priorités écologiques au premier rang, sinon les autres ne le font pas, ce qui a été souvent le cas. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se remette, mais toutes et tous, en question. Merci François de Rugy. Donc maintenant, on va passer aux questions de Assad. Donc, oui, monsieur. Jean-Michel Duponcel, j'habite à Orvaux. Je ne veux pas faire de questions un peu de malice vis-à-vis de l'écologie, et ni de pique vis-à-vis des politiques. J'avais une question pragmatique de gestionnaire en beau-père de famille. Une question à tiroir. La première, c'est vraiment terre à terre, ne vous inquiétez pas. J'ai fait des courses pour Noël, pour mes petits-enfants, et j'ai fait un sondage sur 50 produits. 50 produits en rayon jouets, tout âge. Résultat, sur les 50 produits, 43 produits made in China. Ça fait quand même 86%. Mais sans recherche spécifique, au hasard, sur les souhaits des petits-enfants. Alors je me dis, mais que fait-on en France pour éviter de polluer chez les voisins et ne pas faire de travail chez nous? En parallèle, ces produits sont suremballés, plastique, blister et compagnie. Je dirais qu'il en est de même pour les objets de rentrée scolaire. Acheter un crayon ou une gomme, c'est impossible au détail, il faut le blister. Moi, je créerai l'emploi avec un comptoir de la grande surface à la rentrée scolaire, rayon, crayon, gomme, etc. Et je distribuerai au coup par coup le petit sachet, madame, un crayon, une gomme, etc. Bon. C'était une question ouverte. Et ma deuxième question en tiroir, c'est on parle d'immigration de pays pauvres. Moi, j'ai retenu M. Borloo, qui suggérait d'aider les pays pauvres à se développer à l'aide de l'électricité. Les pays comme l'Afrique en particulier, moi je suis un petit peu ému, les pays comme l'Afrique en particulier, enfin les pays africains, parce qu'il y en a quand même quelques dizaines, sont source de grandes richesses que nous savons bien exploiter pour nos productions, mais que nous n'aidons pas ces pays à mettre en œuvre les techniques et les technologies pour exploiter eux-mêmes ces propres pays. Et je pense que le plan électrification de l'Afrique serait une excellente idée pour donner de la richesse à ces pays, pour sédentariser ces gens qui viennent vers où ils peuvent mieux vivre, d'après eux. Et je pense que c'est des idées qui sont en marge de la COP, mais qui sont quand même une source de pollution directe ou indirecte. Donc voilà ces deux points. Nos propres consommations de produits polluants chez nous, plastique et autres, ou fabriqués ailleurs, et aider les pays qui ont des grandes richesses à se développer. Merci. Oui, sur l'histoire des jouets, d'abord, je ne suis pas surpris par votre statistique, parce que je pense qu'on sait que c'est un secteur qui a été complètement sinistré en France, en Europe, et qui est au contraire aujourd'hui très, très à dominante très fortement de la Chine, ou sans doute d'ailleurs du sud-est asiatique en général. Bon, ça c'est une question récurrente, hein, c'est la question... c'est même pas la question du libre-échange. Moi, je ne suis pas contre le libre-échange. Tout à l'heure, dans la présentation, une chose qui était dite un peu rapide sur les négociations internationales sur le libre-échange, mais c'est la question de savoir si on considère qu'il faut tout faire pour faciliter les échanges commerciaux. Par exemple, l'Union européenne, ça a été une de ses politiques. C'était de dire il faut tout faire pour faciliter les échanges. Donc, notamment, il faut tout faire pour faire baisser les coûts du transport. Mais vraiment tout faire. Et donc ça a été, même à une époque, on ne va pas revenir sur cette période douloureuse, par exemple, qui a pu amener à des catastrophes écologiques comme le naufrage de l'Erika, etc., mais parce qu'il y avait eu tout un tas de choses qui avaient été faites pour supprimer un certain nombre de normes et autres pour que le transport soit moins cher. Sur le transport routier en Europe, transport des marchandises par la route, tout est fait encore aujourd'hui pour qu'il soit le moins cher possible. Et donc forcément, s'il est le moins cher possible, on a tendance à le développer. Et on a tendance à l'utiliser massivement. Aujourd'hui, je pense que les chiffres sont toujours à peu près les mêmes. C'est un transporteur routier de Saint-Nazaire qui m'a raconté ça un jour. Il m'a dit, un camion de 40 tonnes, entre Saint-Nazaire, donc le port par exemple,
et la frontière allemande, pour traverser la France, c'est 900 €. Et il y a des Lituaniens qui viennent et qui le proposent à 300 €. C'est sûr que si vous avez ce coût-là de transport, vous ne serez absolument pas incité à rationaliser les transports. Et donc, derrière ce transport à bas prix, il y a des émissions de CO2, puisque ces transports se font avec des énergies fossiles massivement. C'était tout le débat sur la taxe poids lourd. Et vous avez vu la contestation que ça a suscité dans des départements voisins du nôtre, et finalement le gouvernement qui a fait marche arrière, d'ailleurs à l'initiative de la ministre de l'écologie, ce qui reste quand même une énigme à mes yeux. Mais là, il faut être conscient des résistances à cela, parce que aussi, si on reprend votre exemple des jouets fabriqués en Chine, on le sait, ça voudra dire des jouets qui seront un peu plus chers. Déjà, rien que si le transport est un peu plus cher. Et puis même si ensuite ça relocalise une partie, on le sait. Mais il faut, moi je pense, l'assumer politiquement, économiquement, socialement. Ça ne se fera pas en un jour, donc ça ne sera pas brutal. Je ne souhaite pas que ce soit brutal. Et là, le prix du carbone, l'outil prix du carbone, fiscalité, c'est fait pour ça. L'histoire des emballages, c'est pareil. C'est parce que les emballages ont une faible valeur. Si ça coûte plus cher de fabriquer les emballages, là aussi, c'est soit dans le processus de production, ça coûte plus cher, soit c'est la taxation, soit éventuellement l'interdiction. Mais vous voyez bien que les normes, si on commence à dire demain, vous n'avez plus le droit de faire d'emballage plastique pour... Déjà, quand on a voulu supprimer les sacs plastiques dans les supermarchés, c'était toute une histoire et toute une affaire. Donc, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était Jean-Louis Borloo, d'ailleurs, qui était ministre. Et il avait dit, on va intégrer, je crois, dans tout ce qui est en plastique, les verres en plastique, les couverts en plastique, on va intégrer, je pense que c'était déjà l'idée, intégrer un peu le prix du carbone. Donc, il va y avoir une taxation. Ça a été rebaptisé dans les médias la taxe pique-nique. Et tout le monde a dit, c'est scandaleux, on trouve rien de mieux à faire que de taxer le pique-nique, voilà bien une activité que tout le monde doit... oui, mais c'est pas la taxe pique-nique. C'est le fait de dire que les gobelets en plastique et tout ça, c'est un gigantesque gaspillage de matière. Et en plus, dans le processus de fabrication, ça émet du CO2 qu'on cherche à réduire. Voilà, alors nous, on a proposé d'interdire tous ces trucs en plastique et de les remplacer par des matériaux recyclables. Ça n'a pas été simple. Hein. Et c'était dans la loi de transition énergétique qu'on avait fait ça. Et d'ailleurs, au lendemain du vote de la loi de transition énergétique, les médias, ils parlaient plus que de ça. La loi de transition énergétique, c'était uniquement l'interdiction des couverts en plastique. Bon, c'était quand même pas le sujet majeur, hein, mais bon, c'est pour vous dire comme médiatiquement, ça prend une ampleur, ce genre de sujet. Moi, j'avais discuté un jour avec quelqu'un qui était spécialiste de la logistique des importations, justement, de téléphones mobiles. Et déjà, il disait, il y a quelques années, on les fabriquait, on l'a oublié, mais on fabriquait les téléphones portables en Mayenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, vous êtes trop jeune, mais le premier téléphone diffusé par, à l'époque, France Télécom, c'était Ola, ça s'appelait. Mais les téléphones Ola, ils étaient fabriqués en Mayenne. Bon, c'est fini, ça depuis longtemps, ils sont tous fabriqués en Chine. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, les téléphones sont de plus en plus petits, maintenant un peu moins, mais à une époque, ils n'ont cessé de baisser de taille, mais les boîtes ne cessaient de grossir. Et il nous a dit, c'est une bataille entre nous, les gens de la logistique, et les gens du marketing. Les gens du marketing de Orange, SFR, Bouygues, tous pareil, il faut que le téléphone soit dans une grosse boîte, parce que c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau de Noël, donc il faut que ce soit une grosse boîte. Et il dit, mais nous, c'est concret. Quand on importe des téléphones de Chine, donc on leur fait faire quand même des milliers de kilomètres, hein, eh bien, soit on les fait venir par bateau, certes, là, l'impact carbone est plus faible, et le volume, la question du volume est moins sensible, mais quand même, hein, c'est des containers, donc plus vous avez de containers, moins c'est rationnel. Et puis il y en a quand même une partie des téléphones qui sont importés par avion. Ah ben là, ils disaient, ben voilà, c'est simple, hein, c'est une palette, vous pouvez faire, n'importe quel élève de CM2 doit être capable, je pense, de calculer que si vous faites une boîte qui fait juste la taille du téléphone, ou si vous faites une boîte qui est de la taille d'un gros paquet cadeau, eh bien évidemment vous en mettrez 10 fois, 30 fois, 50 fois moins sur une palette, et donc 50 fois moins dans un avion, et ainsi de suite.
Alors lui, il voyait le coût en plus, parce que lui, il calculait, je crois que c'était 2,50 € d'ailleurs, voilà, le coût du transport entre la Chine et l'Europe en avion pour transporter un téléphone portable. Mais c'est évidemment pas le même coût. Ça, c'est pareil. Si on laisse uniquement les choses se faire entre les gens du marketing et les gens de la logistique, bon, ça peut durer longtemps. Parce que les gens du marketing, ils diront, bon, si c'est 2,50 € au lieu d'1,50 €, c'est pas grave, nous, on est prêt à payer 1 € de plus. Mais l'impact derrière, évidemment, écologique n'est pas le même. Et donc là, je pense que c'est la puissance politique qui doit intervenir. Encore une fois, on ne va pas faire une loi en disant la taille d'une boîte de téléphone portable. Mais on a des mécanismes généraux qui sont soit la taxation, soit un certain nombre de normes qui peuvent permettre de rendre les choses plus rationnelles. Merci. Peut-être une dernière question rapide. L'Afrique. Excusez-moi. Oui, moi je soutiens totalement l'initiative de Jean-Louis Borloo. J'ai vu aussi des initiatives très concrètes, d'ailleurs y compris avec une association d'Orvaux, sur le fait d'équiper l'énergie. D'abord, c'est une question, c'est un levier de développement, c'est la palissade de le dire, mais qui est fondamental pour l'accès à l'eau, pour l'accès donc pour que des gens passent pas des heures à aller chercher de l'eau à pied et puissent faire fonctionner des puits, etc. Donc c'est aussi pour l'agriculture, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est ce qui permet l'accès à l'informatique. Et donc le fait d'avoir tout simplement des batteries, justement, les téléphones, ça. Moi j'ai vu aussi une société comme Alcatel, aussi implantée à Orvaux, qui avait travaillé là-dessus. Eux, ils s'étaient fixés à une époque comme objectif de diviser par 1000 la consommation d'énergie autour non seulement de leur process de fabrication, mais sur ce que seraient ensuite tous leurs appareils qui vendaient. Et ils avaient par ailleurs aussi eu toute une politique par rapport aux pays en voie de développement, évidemment intéressés à l'affaire, puisque c'est vendre ces équipementiers télécoms, ils savent bien que c'est un des marchés. Et il dit, jusqu'à présent, en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, on va mettre du carburant dans un groupe électrogène pour faire fonctionner une antenne relais. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc c'est non seulement aberrant, pour tout un tas de raisons écologiques, mais c'est aussi aberrant parce que ça risque évidemment, s'il n'y a pas quelqu'un qui revient mettre du carburant, etc., de couper le réseau et ainsi de suite. Donc eux avaient évidemment vu l'intérêt des énergies renouvelables avec des batteries pour ça. Donc ça c'est évident et il faut là aussi en effet orienter les processus économiques d'investissement vers les énergies renouvelables. Pour l'Afrique, mais c'est valable pour plein d'autres pays. C'est évident que pour eux, ils n'ont pas besoin de passer par la case grosse centrale thermique comme nous on l'a fait pendant des décennies, et encore pareil pour le nucléaire, qui sont beaucoup plus chers et qui sont moins adaptés en plus aux besoins, alors qu'il y a des ressources renouvelables. Heureusement, il commence à y avoir des projets qui vont d'ailleurs dans ce sens. Puis il y a aussi la question de la forêt. Enfin, après, on peut en parler pendant des heures, parce que c'est aussi ça, une gestion durable et raisonnée de la ressource en bois pour pas créer de la déforestation qui contribue à l'effet de serre. C'est un sujet dont on parle moins d'ailleurs, mais on considère que 20% de l'effet de serre est dû à la déforestation. Monsieur. Oui, j'ai une petite question qui va faire le lien en marque avec Jean-Louis Borloo, qui est ancien avocat. Je voulais savoir, j'ai l'impression que la COP21 a été préparée par beaucoup de diplomates, service de M. Fabius, et beaucoup de juristes. Alors je voulais avoir confirmation, mais j'ai l'impression que, moi j'ai entendu dire que les ambassades de France dans le monde, c'était 50% de leur temps, quasiment depuis 1 an et demi. C'est ce que j'ai entendu dire par une responsable de du comité 21, qui est venue à Nantes aussi 15 jours avant la COP. Je voulais avoir confirmation, et je trouve ça un petit peu dommage que même dans les solutions, on parle de M. Jean-Louis Borloo, mais je pense qu'il faut faire attention à vouloir imposer notre modèle occidental, même français, et toujours, comme les Russes qui ont amené leur chasse-neige en Afrique il y a 40 ans, les Américains, les Massey Ferguson, qu'on a retrouvés partout dans le désert, bien sûr, quand il n'y a pas de service, il n'y a pas de maintenance, des Massey Ferguson, ça ne sert à rien dans un désert africain. On a trop tendance à vouloir financer nos propres idées
que l'on va vendre là-bas un modèle qui marche comme ça depuis pas mal d'années, l'Agence française de développement, la France-Afrique, et je crois qu'on reste toujours sur la même trajectoire. Monsieur Jean-Louis Borloo va aller sauver l'Afrique pour électrifier l'Afrique. Comme si les Africains, depuis 40 ans, ils n'étaient pas déjà dedans, mais on passe le pas là-dessus. Mais la première question, c'est surtout sur l'aspect juridique des choses, et ce qui fait qu'on crée un univers juridique et diplomatique qui est hors de la réalité, vécu par beaucoup d'ONG qui travaillent sur le terrain depuis longtemps, qu'ils soient dans la lutte contre la faim, l'eau, l'électrification, les puits, etc. Alors oui, il y a plusieurs questions sur la négociation. D'abord, il faut quand même rappeler que le processus, mais c'est pas spécifique à la conférence de Paris, hein, mais c'était vrai à Paris. Oui, parce qu'il y a eu quelques débats autour des conséquences de l'état d'urgence, etc. Il y avait plus de monde à la conférence de Paris représentant des ONG que représentant des gouvernements. C'est de l'ordre de 15 000 personnes pour représentants d'organisations non gouvernementales et je crois 10 ou 11 000 personnes représentant les délégations des pays. Donc, et c'est bien. Donc faut pas, là, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y a une coupure ou que les gens se tournent le dos. Et c'est évident que les organisations non gouvernementales contribuent à la mobilisation de l'opinion. On parlait de la Fondation Nicolas Hulot, on pourrait parler d'autres organisations, contribuent aussi aux solutions et à la diffusion des solutions partout dans le monde, et notamment dans les pays en voie de développement, mais aussi chez nous. C'est pas que mobiliser les citoyens pour éveiller leur conscience. En plus, je pense qu'honnêtement, ça s'est fait maintenant. En même temps, c'est pas les organisations non gouvernementales qui peuvent dire quel est l'accord. Et là, c'est normal que ce soit les diplomates qui soient en action. Et moi, je pense que dire c'est la moitié du temps, voilà, c'est des choses qu'on dit, mais c'est évidemment difficilement vérifiable. Enfin, moi, en tant qu'écologiste, si c'est le cas, je trouverais ça pas mal, parce que je pense que pendant pas mal d'années, je suis pas sûr que le Quai d'Orsay était très mobilisé, si je prends la France, sur ces questions-là. Et je vous le disais au début, Laurent Fabius dissuadait le président de la République d'organiser la conférence climat à Paris. Et en même temps, à partir du moment où ça a été décidé, il s'est engagé à fond. Il faut vraiment d'ailleurs saluer son action, parce qu'il l'a fait sans faire bomber le torse ou en effet, parce que ça avait été une erreur de la conférence de Copenhague. Il a analysé et tiré les leçons de la conférence de Copenhague sur la préparation, le déroulé même. Il l'a encore réexpliqué l'autre jour à l'Assemblée nationale. Je pense vraiment raison que la conférence de Copenhague, les chefs d'État et de gouvernement étaient venus à la fin. En gros, ils venaient pour signer et puis pour dire, voilà, y compris notre président de la République l'avait fait, et il avait d'ailleurs bombé le torse, et puis il avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir un accord. Mais bon, il est revenu, il n'y avait pas d'accord. Et ça démobilise en plus, au-delà du fait que c'était évidemment très décevant. Et là, le choix a été fait de les faire venir au début. Certains ont dit, oh oui, c'est un peu bizarre. Non, c'était pour qu'ils prennent l'engagement, et qu'ensuite les négociations se fassent sur cette base d'engagement. De même qu'on a obtenu, et ça aussi c'était un progrès par rapport aux précédentes conférences, que chacun fasse des engagements écrits avant la conférence. Avant. Et il y avait quasiment la totalité des pays, je crois qu'il n'y avait que les pays producteurs de pétrole qui ne l'avaient pas fait avant la conférence de Paris. Donc ça, cet engagement diplomatique, je pense qu'il a été très utile. Sur l'aspect des juristes, j'avoue que je connais moins. Moi, j'étais pas au cœur. On mélange pas les rôles. Nous, les parlementaires, on n'est pas au cœur de la négociation. C'est pas notre rôle. Sur l'Afrique, je ne crois pas que Jean-Louis Borloo soit dans l'idée de dire on va aller expliquer aux Africains comment il faut s'électrifier et c'est nous que voilà, et d'ailleurs on va leur vendre des centrales nucléaires ou je ne sais quoi. Ou autre chose d'ailleurs, parce que par ailleurs parfois EDF dit qu'il n'y a que le nucléaire de vrai, puis ils vendent quand même des centrales thermiques dans d'autres pays. Donc ça, non, je ne crois pas que ce soit sa démarche. Je pense c'est plutôt une démarche de soutien justement au projet et aussi de mobilisation de financement. Et ça, c'est quand même nécessaire. Et je suis plutôt optimiste sur le fait que justement, on ne plaque pas des technologies d'hier, que nous, on a utilisées hier en faisant des dégâts, dans des pays qui sont en voie de développement. Mais la tentation sera toujours forte d'aller au plus simple. On refait ce qu'on sait déjà faire, donc de refaire des centrales à charbon. Le charbon est pas cher. Ça, par exemple, si on ne régule pas le carbone, ou si on dit pas, ou alors on dit qu'on interdit, mais de toute façon il n'y a pas 36 solutions, soit on interdit ou on limite, on contingente, voilà, soit on taxe lourdement, mais parce que sinon si on laisse faire le marché, aujourd'hui le charbon est pas cher. On a quand même en Europe un paradoxe
qui est une aberration économique et écologique, c'est qu'il y a eu des investissements de fait il y a une dizaine d'années dans des centrales à gaz, y compris dans notre région, hein, par exemple. Il y en a une à Montoire. Et comme, c'est vraiment un paradoxe, comme les États-Unis se sont lancés à corps perdu dans les gaz de schiste et les pétroles de schiste, ils ont fait baisser les prix du charbon. Vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais c'est parce qu'en fait, eux, ils sont aussi producteurs de charbon. Comme ils l'utilisaient moins, ils l'ont envoyé sur le marché mondial à pas cher. Et ça se transporte assez facilement. Et donc, on a relancé les centrales à charbon et des centrales à gaz neuves sont sous cocon, sont à l'arrêt. Il y a déjà une solution simple au niveau européen. La France est moins concernée à cause du nucléaire, mais au niveau européen, c'est de fermer les vieilles centrales à charbon ou au fioul et de les remplacer par des centrales à gaz. Des centrales à gaz qui ne seront qu'une transition d'ailleurs, puisque c'est aussi une énergie très, très, très majoritairement fossile, mais qui quand même est bien moins émettrice de CO2 que le fioul ou le charbon. Ça, c'est déjà une solution simple. Et en plus, les équipements existent. Mais il faut avoir le courage politique de dire au niveau européen, on ferme les centrales à charbon. Et par ailleurs, je me permets de le dire à cette occasion, je déborde de la question, c'est une aberration économique et écologique de vouloir développer en même temps, là je le dis en tant qu'écologiste, hein, les énergies renouvelables et de maintenir le parc de production d'électricité classique. Et en France, c'est le nucléaire. Et quand Sarkozy, par exemple, disait chaque fois qu'on mettra 1 euro dans le nucléaire, on mettra 1 euro dans les énergies renouvelables. Il ne l'a pas fait d'ailleurs, mais ça n'a aucun sens. On est déjà en situation de surproduction. Si vous rajoutez des capacités de production et que vous n'en enlevez pas d'autres, eh bien, vous cassez le marché. Aujourd'hui, vous avez des moments, les électriciens vous le diront, que ce soit EDF, Engie et les autres, le prix, pour des étudiants en école de commerce, c'est quand même intéressant de le savoir, le prix de l'électricité est négatif. C'est-à-dire qu'on paye des gens pour qu'ils consomment de l'électricité. Vous vous rendez compte de l'aberration quand même. Parce qu'on est en situation de surproduction. Et pourquoi on est en situation de surproduction? Parce qu'on a voulu en effet développer les énergies renouvelables, c'est très bien. Pas que l'Allemagne, on cite toujours l'Allemagne pour dire c'est comme s'ils étaient particulièrement mauvais et nous on serait particulièrement meilleurs. Mais c'est le même processus à peu près partout. On développe les énergies renouvelables, là avec des incitations réelles, hein, des prix garantis, etc. Et dans le même temps, on ne veut pas toucher aux vieux parcs charbonniers ou nucléaires. Qu'est-ce qui se passe? On est en situation de surproduction. Alors on nous disait non, mais l'ancien PDG d'EDF, il disait la consommation d'électricité, elle va aller comme ça. Non, c'est pas vrai. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est l'efficacité énergétique. On a aujourd'hui des processus d'efficacité énergétique qui font qu'on consomme moins avec la même production, avec le même niveau de vie et avec le même niveau de confort. Tant mieux, c'est ça l'objectif. Eh bien, il faut en tirer les conséquences. Et là, c'est un enjeu qui est écologique, parce que sinon on continue à émettre du CO2 avec des centrales à charbon, c'est aberrant, ou à produire des déchets nucléaires, c'est aberrant, mais c'est aussi un enjeu économique. Parce que là, pour le coup, moi j'en suis convaincu, on ne pourra pas faire d'écologie si ça ne marche pas économiquement. Ouais, c'est une des choses vraiment sur laquelle je me base, c'est de faire marcher l'écologie et l'économie main dans la main. Ça ne va pas forcément de soi, mais ça n'est pas non plus une opposition irréductible. Simplement, il faut s'en donner les moyens, et là, par exemple, c'est typiquement des choix politiques. Oui, une dernière question peut-être. Comment expliquez-vous qu'en matière d'énergie renouvelable, j'entends surtout par là l'éolien et l'hydrolien, en particulier l'éolien en mer, on soit de loin le plus mauvais élève en Europe, à savoir que la puissance installée est vraiment epsilonesque, je dirais, par rapport à ce qu'on voit en Angleterre, en Allemagne et ailleurs. Et que chaque mois passant, effectivement, l'installation de ces champs hydroliens ou d'éoliennes en mer soit effectivement non rentable économiquement, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, avec des industriels qui doivent se poser des questions. Pourquoi aller installer ça en mer avec un prix du kilowatt qui va être 2 fois, 3 fois ou 4 fois supérieur au kilowatt nucléaire? Et par ailleurs, vous avez fait allusion tout à l'heure effectivement à la fermeture des centrales à charbon. Quand on voit l'Allemagne est en train d'installer aujourd'hui 10 centrales à charbon, au moment où il signe aussi, je suppose, à la COP 21 un certain nombre d'engagements.
Alors, sur les énergies renouvelables en France, d'abord, je pourrais vous raconter une anecdote dans votre sens. Il y a quelques années, j'avais participé à un colloque sur le développement des énergies renouvelables. Et il y avait l'ancien ministre de l'Environnement du Portugal qui était là. Et le Portugal est un des pays d'Europe qui a beaucoup développé les énergies renouvelables, notamment l'éolien. Et il a dit, devant un public français, il dit, écoutez, si un petit pays comme nous a réussi à le faire, un grand pays comme vous devrait quand même réussir à le faire. On a en plus des atouts que peu de pays européens ont, puisqu'on a des façades maritimes différentes, on a des orientations de vent qui sont différentes. Au même moment en France, statistiquement, le vent n'est pas orienté pareil dans toutes les régions, etc. Donc on a un potentiel. On a une façade méditerranéenne, on a un climat méditerranéen sur une partie de la France, on a un potentiel solaire qui est également important, on a un potentiel forestier qui est mal ou peu exploité, on a un potentiel agricole avec ce que ça peut vouloir dire de biomasse, de production de méthanisation, etc. On a la mer, avec ce que ça peut vouloir dire d'hydroliennes, donc là d'éoliennes sous-marines, et ainsi de suite. On pourrait parler des algues, etc. Et on l'exploite très peu. Pourquoi ? Il y a une raison, c'est qu'on a tout misé, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, sur le nucléaire. Et toutes les décisions politiques ont été prises successivement par des gouvernements de gauche comme de droite pour dire on ne touche pas à un quasi-monopole, qui était d'ailleurs couplé à un monopole d'entreprise, EDF, avec monopole d'EDF, monopole du nucléaire. Quasi-monopole, 75%. Et chaque fois qu'on essaye d'y toucher, il y a des résistances extrêmement fortes. Et quand on dit le lobby nucléaire, c'est d'abord le lobby d'EDF. Vous avez vu d'ailleurs, Areva est en train de faire faillite, mais là, l'État va quand même passer à la caisse. Donc nous, on va passer à la caisse. Il va y avoir une nationalisation partielle. C'est assez rare quand même que dans notre pays, aujourd'hui, on fasse de nationalisation. Fait pour ça. Dans le précédent mandat, par exemple, Nicolas Sarkozy, avec Jean-Louis Borloo, avait lancé le Grenelle de l'environnement. Il dit, bon, on parle de tout, Grenelle de l'environnement, mais on ne parle pas d'énergie. Et on ne parle pas de nucléaire. Voilà, ça c'était. Mais il l'avait dit, au moins c'était clair. Hein. Il avait dit non, mais ça c'est pas la peine, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. On a quand même fait des lois sur le Grenelle de l'environnement. Moi j'y ai participé, poussé. Il y avait une dynamique. Et sur l'énergie, c'est dans ces lois-là qu'on a pris des dispositions pour freiner le développement des énergies renouvelables. Il fallait le faire quand même. Des lois qui étaient faites pour l'environnement et qui servent de support avec des amendements divers et variés, mais qui avaient été bien préparés pour étrangler le développement de l'éolien. C'est ce qui a été fait. On a essayé de le relancer depuis 3 ans, on y est en parvenu, mais il avait été bien étranglé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, cet épisode quand même assez ahurissant du solaire, du secteur solaire, qui a été cassé brutalement par un décret, donc c'est vraiment une décision gouvernementale de Mme Kosciusko-Morizet, d'ailleurs, qui avait remplacé M. Borloo en novembre 2010, et qui dit moratoire sur l'installation de toute installation solaire parce que ça marche trop bien. Ça, celle-là, il fallait y penser quand même. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, dans un pays qui était en crise économique, on n'est toujours pas ressorti d'ailleurs, eh bien, un secteur qui marche trop bien, donc on le casse. Mais parce que la démonstration avait été faite, justement, que le solaire devenait compétitif. Parce que les prix des panneaux solaires baissent. Parce que, ça, vous pouvez regarder toutes les études, le coût de production des énergies renouvelables est tendanciellement à la baisse. Pour une raison assez simple. C'est un processus économique qu'on connaît dans l'histoire de l'économie en général, c'est la maturité des technologies. Il y a une innovation technologique. Au début, ça coûte un peu cher parce que ce n'est pas un processus très industrialisé et parce qu'on n'a pas amélioré le process industriel. Et puis, on le fait et ça fait baisser le coût de production. Alors que dans le même temps, le coût de production des énergies classiques, et je dis volontairement classiques, vous pouvez vérifier, le nucléaire comme le thermique augmente. Alors le thermique, il peut avoir des yo-yo puisqu'il est dépendant des prix du marché mondial, du charbon, du pétrole, du gaz, et que malheureusement, il faut le dire, depuis quelques années, les prix du charbon, du pétrole et du gaz baissent. Mais on sait bien que ça ne va pas durer. On sait bien qu'un jour, ça repartira à la hausse. Que si par ailleurs on fait
ce qu'on a dit à la COP 21, on fera un jour un prix du carbone et qui s'appliquera d'abord et avant tout sur la production d'électricité thermique. Et donc ça fera remonter le prix. Le prix du nucléaire augmente. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, EDF, c'est pas moi écologiste, c'est EDF, a vendu en Angleterre une centrale nucléaire EPR. D'ailleurs, les Anglais, j'espère qu'ils ont pris des garanties, parce que celle de France, elle n'est toujours pas finie. Mais ils l'ont vendue avec un prix qui est plus élevé que le prix de l'éolien aujourd'hui. Donc, moi, là-dessus, non seulement je pense qu'il y a le problème des émissions de CO2 pour les énergies classiques thermiques, et il y a le problème des dangers du risque nucléaire et des déchets nucléaires pour le nucléaire. Par ailleurs, il y a aussi la question de la ressource, quand même, de la matière première, de l'uranium, qui n'est pas une ressource infinie. Par ailleurs, on va chercher dans des pays où c'est quand même pas très simple, comme le Niger, et où on est obligé, en gros, d'avoir des interventions militaires pour garantir la ressource. On a les énergies renouvelables, on a le potentiel dans notre pays. C'est quelque chose que l'on peut développer économiquement, qui peut créer des activités, des entreprises, des emplois, partout sur le territoire, qui, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, ne demandent pas d'investissement public. Il y a un système de prix garanti, dont on peut d'ailleurs progressivement sortir, puisque les coûts vont baisser, d'autres pays le font et baissent régulièrement le prix garanti pour qu'on fasse bénéficier aux consommateurs de la baisse des coûts de production. Eh bien, on ne le ferait pas simplement parce qu'on veut protéger le monopole nucléaire français. Alors en plus, si ça marchait super bien, si Areva était une entreprise qui avait fait la démonstration de son savoir-faire et qu'on s'arrachait dans le monde entier ses produits, on pourrait dire, quand même, les écolos, ils sont obsédés par le risque nucléaire, mais il y a quand même quelque chose qui marche. Mais c'est pas le cas. Leurs produits ne se vendent pas. L'EPR, en France, on ne sait même plus quand est-ce qu'on va l'ouvrir. Nous, en 2012, on avait voulu mettre dans l'accord politique avec François Hollande qu'on arrêterait le chantier de l'EPR. Il a dit non, il est trop avancé. On a fini par se ranger à son argument. Mais on n'imaginait pas, et les gens nous disaient comment vous ferez alors, si vous êtes au gouvernement, vous irez inaugurer l'EPR. Bon, mais je ne sais même pas s'il sera inauguré un jour, parce que c'est pas de la blague. Et en plus, il y a un problème de conception, c'est sur la cuve principale. Enfin, c'est quelque chose qui est sans doute en partie insoluble, qui coûte, on en est maintenant à parler de 10 milliards d'euros pour une seule centrale. Et quand je dis que là, on est obligé de garantir avec de l'argent public, d'abord parce qu'il n'y a aucun assureur au monde qui assure une centrale nucléaire, donc c'est toujours garanti sur de l'argent public, et ça c'est si jamais il y a un accident, mais même s'il y a un défaut. Et je vous rappelle qu'on l'a vendu à la Finlande, c'est pareil, il va falloir qu'on indemnise la Finlande. C'est quelque chose, pour moi ça défie, au-delà des considérations, encore une fois, qu'on pourrait dire quasi philosophiques sur le danger nucléaire, qui reste pour moi un vrai sujet, ça défie les lois du bon sens économique. Mais c'est à cause de ça. C'est uniquement à cause de ça. Et y compris au détriment d'autres industriels français. Parce que dans les énergies renouvelables, vous avez Alstom sur l'éolien, même d'ailleurs Areva fait de l'éolien. Vous avez dans le domaine du gaz, on est parmi les meilleurs au monde. Et c'est aussi Alstom sur les turbines à gaz, sur les barrages, sur l'hydroélectricité, on est aussi les meilleurs au monde. On a le leader mondial avec Alstom. Et on préfère tout mettre nos œufs dans un panier qui pourtant est de plus en plus percé. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup François de Rugy d'avoir accepté de venir débattre ici ce soir. Et au nom de toute l'association, merci.